Après une longue période de rupture, les négociations entre le gouvernement et l'UAS vont bientôt reprendre. L'annonce de cette reprise a été faite cet après-midi au terme d'une réunion entre l'unité d'action syndicale et le Premier ministre Christophe Dabiré. Les détails tout à l'heure. Ils sont au nombre de 11 et ils forment la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations chargée de veiller au bon fonctionnement de l'institution. La commission a été officiellement installée ce matin par le Premier ministre. Et puis, ça y est, les sites de métallurgie ancienne du fer font désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'information est tombée cet après-midi même. La décision a été prise au cours de la 43e session de l'UNESCO qui se déroule en ce moment à Bakou, en Azerbaïdjan. Vous entendrez les premières réactions du ministre de la Culture, Karim Abdul Sango. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. C'est peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre entre le Premier ministère et l'UAS, l'unité d'action syndicale, vous vous souvenez, qui avait rompu tout contact avec le gouvernement après avoir refusé de participer au forum sur la remise à plat des salaires des agents de la fonction publique. Eh bien, la suite, on la connaît. Les conclusions de ce forum ont complètement volé en éclats, comme d'ailleurs l'avait prédit l'UAS. C'est donc renforcé dans leur position que Bassolman Bazié et ses camarades ont été reçus cet après-midi même par le Premier ministre Christophe Dabiré. Que se sont-ils dit? Élément de réponse avec Abdourazak Traoré. Ils s'étaient séparés en queue de poisson le 21 mai dernier. Le gouvernement et les organisations syndicales reprennent l'anga ce 5 juillet. À l'époque, le chef du gouvernement promettait de revenir avec des propositions sur la table. Plus d'un mois après, Christophe Dabiré tient parole. Et aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de les convoquer, de les inviter pour qu'ils viennent afin que nous puissions échanger sur les conditions de la reprise des discussions. Dirons que l'instrument que nous avons et qui constitue une institution de rencontre entre le gouvernement et les syndicats, c'est un instrument important et nous n'avons pas le droit de remettre en cause cet instrument-là pour des raisons qui sont des raisons diverses et parfois dilatoires. L'unité d'action syndicale exige l'annulation du prélèvement de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé. Le gouvernement qui ne l'entend pas de cette oreille est à présent disposé à négocier les contours de cette exigence. Nous allons mettre en place un petit comité technique qui va examiner les conclusions de ce document qui a été élaboré en 2016. Chacune des parties aura le retour de l'examen par le comité technique et à partir du 22 juillet, nous allons reprendre les discussions sur le cahier de doléances et particulièrement sur cette question des UTS. Nous avons tenu non seulement à saluer cet esprit de nous recontacter, nous avons tenu aussi à rappeler que la quarantaine de membres dans la délégation syndicale indique que conformément à notre esprit d'ouverture et à l'éducation qui nous a été transférée par nos dévanciers dans la lourde responsabilité de tenir le drapeau syndical, quelles que soient nos préoccupations, nous avons estimé qu'il était nécessaire de venir écouter. Ils ont écouté avec intérêt. Ils ont même actualisé leurs doléances au regard de la situation nationale. Une chose est d'avoir une amélioration des conditions de vie. Une chose est de programmer des rencontres gouvernement-syndicat. Mais la chose pour nous qui est la principale, c'est de d'abord rester en vie et en sécurité. Donc, nous avons rappelé 3 aspects. Les aspects qui portent sur ce que nous avons constaté à travers l'Assemblée nationale, sur la remise en cause des libertés d'expression, à travers la loi portant code pénal, qui a d'abord criminalisé dans notre pays l'insurrection populaire. Pour des gens qui se disent insurgés, ce n'est pas pardonnable. Et donc, nous exigeons à ce que cette loi véritablement soit revue. Le deuxième élément, portant également sur le respect des conventions internationales, c'est les affectations et les brimades diverses que nous constatons à l'endroit de la police nationale, à savoir l'APN, l'Alliance Police Nationale. Et le troisième élément, le plus grave, abordé à cette rencontre selon Bassolman Bazié et ses camarades, c'est l'assassinat des militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse dans le Yaga. Les organisations syndicales exigent que l'autopsie soit réalisée sur les 3 corps aux frais de l'État. Le chef du gouvernement n'est pas contre.
À toutes ces doléances, des réponses seront apportées le 22 juillet prochain à la reprise du dialogue entre les deux parties, a-t-il conclu. Voilà le Premier ministre qui avait visiblement un emploi du temps très chargé ce vendredi. Un peu plus tôt dans la journée, Christophe Dabiré a procédé à l'installation de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, une commission composée de 11 membres qui sera dirigée par le député Bindi Ouaba. Le compte rendu de Sandrine Zougouri. Au nombre de 11, ils sont les garants de l'autonomie de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso. Ils forment la commission de surveillance de cette institution financière publique. La Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso, encore appelée la Banque des banques, aura besoin d'une police pour assurer son bon fonctionnement et sa pérennité. Cette commission qui vient d'être installée répond à ces exigences. Et voici le président de la commission, Bindi Ouaba, député issu du parti au pouvoir et désigné selon le critère du doyen d'âge. La mission, une des grandes missions de la commission de surveillance, c'est justement d'assurer la bonne gouvernance au niveau des activités de la caisse de dépôt et de consignation, les opérations qui sont réalisées pour qu'elles soient conformes aux normes retenues par notre pays en ce qui concerne la gestion financière, et aussi toutes les opérations qui consistent à injecter des finances dans notre économie, parce que nous en avons vraiment besoin. Dans ses prérogatives d'investisseur d'intérêt général, cette caisse n'est point autorisée à consentir des prêts directs à l'État. Intervenant dans les programmes prioritaires et innovants du gouvernement et des collectivités territoriales, les dirigeants de cette caisse ont l'assurance du gouvernement. Pour lui permettre de mener correctement les missions de financement de l'économie, la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso bénéficie notamment d'une dotation initiale conséquente de l'État à hauteur de 20 milliards de francs CFA. En outre, elle sera habilitée à recevoir et à gérer les consignations administratives, judiciaires et conventionnelles. De même, une partie des ressources de placement de la Poste BF, de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, des dépôts et de garanties constitués par les usagers auprès des grands concessionnaires de services publics. Aussitôt installée, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso se met au travail. Le 12 juillet prochain, la commission doit procéder à l'installation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Paul Kabatieba. Mais avant, Bindi Ouaba, président de la commission, et ses collègues disent travailler en synergie d'action afin de conduire à bon port le bateau. 200 signataires en l'espace de 20 jours. L'appel de Manega, lancé le 15 juin dernier, ne cesse de faire des émules. 100 nouveaux adhérents viennent d'être enregistrés pour adhérer à la cause de la paix et de la solidarité. Le point sur l'initiative a été fait hier après-midi, l'occasion pour le comité de pilotage de lancer un SOS en faveur des déplacés de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Alexis Belemnaba, Caroline Yoda. Voilà, nous avons eu quelques soucis techniques sur cet élément. Nous vous le proposerons dans nos prochaines éditions. Et on en vient maintenant à la suite du procès du putsch manqué de septembre 2015 et la plaidoirie de la défense qui se poursuit. Ce 5 juillet seulement, 2 avocats se sont succédés à la barre pour défendre leurs clients, plaidant tout naturellement pour leur acquittement. Eh bien, voici le résumé de l'audience de ce 5 juillet. La suite de la plaidoirie de Maître Drissa Abadini a concerné ses 3 clients, en l'occurrence le soldat de première classe Li Amadou, le sergent-chef Zerbo Laoko Mohamed et l'adjudant Kambou Argument. S'agissant du sergent-chef Zerbo Laoko Mohamed, il dira que dans le dossier, il n'existe aucun acte matériel qu'on puisse imputer à son client concernant la destruction de la radio La Fille de Zorgo. Zerbo Laoko Mohamed s'apprêtait pour sa prière quand il a été appelé par Koussoubé Roger par
la suite, il n'a eu qu'à exécuter des ordres. Il s'agit aussi de l'adjudant Kambou Argument. L'adjudant Kambou Argument est le beau du président de la transition, Michel Kafando, parce qu'il a sa tante qui est l'épouse du président de la transition. Donc, si on veut bien analyser, on se rend compte que ce forfait de coup d'État ne lui profitait guère, d'où la question lancée par son avocat, à qui ne profitait pas ce crime? Eh bien, à mon client, Kambou Argument, puisqu'il était le beau du président de la transition. Il ne voit pas pourquoi ce dernier aurait accompagné tous les acteurs, justement, dans ce coup d'État. Kambou Argument, quand il aura son mot de la fin devant le président du tribunal, il va demander son acquittement total parce que, sincèrement, c'est parce que lui, il a eu à appeler celui-là même qui devait relever au niveau de la garde, qu'il a été instruit, Manu Militari, de porter sa tenue et de se rendre au palais de Kosiam. Mais on a su aussi que par la suite, dès qu'il a eu l'occasion, il s'est rendu à un camp. On se demande pourquoi il n'a pas bénéficié d'un non-lieu, tout comme l'autre militaire qui s'est réfugié du côté du palais du Moro Naba. Argument également s'est rendu à un camp, donc il devrait avoir des circonstances atténuantes pour ce dernier. Le sergent-chef Zerbo Laoko Mohamed, comme mot de la fin dira, ce procès m'a beaucoup instruit parce que maintenant je sais qu'un ordre manifestement illégal venant d'un supérieur, un subalterne peut le contester, peut l'analyser avant de l'exécuter. Donc il souhaite prompt rétablissement aux blessés et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes de cette affaire. À la suite de Maître Badini, Maître Zaliatou Woba a eu à prendre la parole pour 3 accusés, un militaire et 2 civils. Le militaire, il s'agit de l'adjudant Birba Michel. Pour Birba Michel, on sait dans le dossier qu'il a été enfermé avec d'autres militaires avant l'arrestation des autorités de la transition. Ensuite, quand le forfait a été commis, il a été libéré et ordre lui a été donné d'être de l'escorte qui devait aller chercher le général Gilbert Djendjéré. Par la suite, il a eu à faire partie de la garde et de l'escorte du général Gilbert Djendjéré. Il a dit, dès lors que lui il a reçu des ordres dans ce sens, lui il ne pouvait plus refuser. Donc, son avocat va demander son acquittement parce qu'il n'a fait qu'exécuter des ordres dans cette affaire. Pour les 2 civils, Sidi Lamine Oumar et Nanema Ousseini Faisal, l'avocate Maître Zaliatou Woba fait tout ce qu'elle peut pour que ces 2-là aussi bénéficient d'un acquittement total parce qu'elle a eu à rappeler au président du tribunal son dossier n'était pas intègre. Il y a eu des choses qui ont été retranchées et d'autres qui ont été ajoutées. Mais à quelle fin? Elle se pose toujours la question. Et on marque un arrêt dans ce journal pour revenir sur ce fameux nouveau code pénal qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ce soir, nous sommes en direct avec le président de l'AJB, l'Association des journalistes burkinabé, Djezouma Sanogo. Djezouma Sanogo, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, l'autosaisine du Conseil constitutionnel est réelle sur cette loi. Est-ce que pour vous, c'est déjà une victoire? Bon, je pense pas qu'il faille crier victoire. Je crois que l'intervention du Conseil constitutionnel dans ce débat est quand même fondamentale. Parce que nous reconnaissons, il aurait fallu quand même que, bon, vu la tournée que les débats sont en train de prendre, et vu l'impact que pourrait avoir cette loi sur les libertés, il était bon quand même que le Conseil constitutionnel puisse s'auto-saisir, ce que nous savions véritablement. Mais de là à crier victoire, je crois que c'est trop tôt. Voilà, je dirais si le Conseil constitutionnel n'est même pas saisi, ne s'était pas saisi, nous-mêmes nous avions déjà prévu de saisir le Conseil constitutionnel dès lundi avec une série de plaintes pour que quand même le Conseil constitutionnel puisse se pencher sur cette loi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, Djezouma Sanogo, qu'est-ce qui vous fait peur dans cette loi? Certaines associations disent que cette loi est complètement liberticide. Est-ce que c'est votre position? Je pense que nous avons une position commune avec 6 autres organisations professionnelles des médias. C'est de faire quand même une série d'observations et de dire d'abord que nous n'avons pas été d'accord avec la manière dont la loi a été adoptée. Je pense que ce n'est pas la première loi d'envergure au Burkina. Mais chaque fois que quand même des lois touchent les médias, nous avons été associés. Mais vous remarquerez que cette fois-ci, nous avons été soigneusement écartés. Et nous avons
nous avons vraiment mis du temps avant d'avoir cette loi. Nous avons poursuivi et le ministère de la Communication pour avoir la loi. Nous sommes adressés à des gens au ministère de la Justice pour avoir la loi. Ils nous ont soigneusement cachés. Djezouma Sanogo, au-delà de la procédure dans cette loi, une ou deux choses qui pourraient être dangereuses pour le travail des journalistes? Je crois quand même que dans notre mémorandum et notre interpellation, nous avons quand même été clairs pour dire que si cette loi était en vigueur en 2016, il y a des informations que nous avons pu donner en direct. Et cela ne serait pas possible. Et l'autre aspect, c'est quand même l'autorisation. C'est-à-dire qu'on vient instaurer une censure préalable au Burkina. Je ne crois pas qu'au stade de notre démocratie ou au stade des avancées quand même au niveau de la liberté de presse, relevée parfois par Reporters sans frontières et même les différents rapports du Centre national de presse Nova Zongo, je ne crois pas que le Burkina soit quand même à ce niveau. Et il est incompréhensible que le Burkina veuille se mettre à ce niveau. Ça veut dire que si cette loi reste en l'état, il doit dire que les Burkinabés vont se retrouver face à un blackout total sur les attaques terroristes, ce qui fait partie quand même de notre actualité aujourd'hui. Et qui dit actualité dit traitement. C'est-à-dire que c'est l'actualité pour que les jeunes soient interpellés. Et si on ne peut pas en parler, c'est-à-dire que nous-mêmes, ça nous met en porte-à-faux avec le peuple burkinabé. Quand un phénomène survient, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Nous soutenons les forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme et cela ne s'est jamais démenti. Il est normal quand même qu'on puisse aussi nous laisser faire notre travail pour que chacun puisse quand même être redevable vis-à-vis de la population. Alors, Djezouma Sanogo, visiblement, on sent qu'au niveau des associations de presse et puis des organisations de défense de la liberté d'expression, on semble être décidé à bloquer la promulgation de cette loi. S'il arrive que le verrou du Conseil constitutionnel saute, quels sont les moyens que vous comptez employer pour aller jusqu'au bout de votre action? En fait, nous sommes dans une dynamique de plaidoyer. De plaidoyer. C'est tout ce qui nous reste. Voilà, nous avons du reste écrit au président du FASO pour demander une audience et pour attirer son attention sur quand même les dérives qui renferment cette loi. Donc, nous, depuis le début, depuis les années 2000, nous n'utilisons que les plaidoyers pour faire changer les lois. Si le Conseil constitutionnel n'arrive pas à faire retoquer la loi, et si le président du FASO venait à la promulguer, nous allons continuer notre démarche de plaidoyer. Et si les plaidoiries ne marchent pas? Est-ce que la voie pacifique, les plaidoiries ne marchent pas? Mais non, c'est tout ce que nous avons. D'accord. C'est tout ce que nous avons. Et par les plaidoyers, nous avons réussi à faire changer des lois dans ce pays-là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose à ne pas négliger. Merci. C'est fondamental, oui. Merci, Djezouma Sanogo. Merci pour votre merci apport. À vous. Voilà, merci. Et nous poursuivons donc ce journal. Voici une pratique susceptible de conduire ses auteurs en justice. Et pourtant, malgré la loi qui la condamne, le mariage des enfants demeure un phénomène très présent. Au Burkina Faso, les statistiques parlent de 44% de femmes mariées avant l'âge de 18 ans. Plusieurs initiatives sont prises pour remédier à la situation. Le projet de lutte contre le mariage d'enfants était au centre de la première session ordinaire de la plateforme multisectorielle de prévention et de l'élimination du mariage des enfants. Le compte rendu de Sandrine Zougouri. Le mariage précoce est un phénomène qui continue de prendre de l'ampleur au Burkina Faso, malgré l'adoption en 2015 de la stratégie nationale de l'élimination du mariage d'enfants. Selon quelques résultats sur les inégalités du genre, plus de 44% des femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans. Des statistiques qui interpellent le gouvernement à redoubler d'efforts dans ses actions. C'est d'ailleurs ce qui fait l'objet de cette première session ordinaire de la plateforme multisectorielle de prévention et de l'élimination du mariage
mariage d'enfants. Dans ce sens, le gouvernement, à travers mon département, s'est résolument engagé dans la promotion de l'abandon de mariage d'enfants par la mise en œuvre des projets dénommés Sukawi Raoulé ou lutte contre le mariage d'enfants, financé par la Banque mondiale à hauteur de 2,252,520,500 francs CFA. Ce projet touche 5 régions, à savoir la Boucle du Monde, le Centre-Est, l'Est, les Hauts-Bassins et le Sahel. Pour Laurence Marshall-Ilboudo, l'abandon du mariage précoce doit être une affaire de tous les Burkinabés, car aujourd'hui, sa pratique a un caractère culturel. Voilà, nous avons eu encore des soucis au niveau du son, mais revenons à l'appel de Manega, je vous le disais, qui a enregistré 200 signataires en l'espace de 20 jours. Eh bien, 100 nouveaux adhérents ont été enregistrés sur la liste. Ils ont adhéré à la cause de la paix et de la solidarité. Le point donc sur l'initiative a été fait hier après-midi, je vous le disais. À l'occasion, le comité de pilotage a lancé un SOS en faveur des déplacés de l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou. Alexis Belebnaba et Caroline Yoda, nous pensons que cette fois-ci sera la bonne. Il faut sauver les déplacés de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le message du comité de l'appel de Manega s'adresse à tous, citoyens lambda, autorités politiques, religieuses et coutumières, diplomates, organisations non gouvernementales. Ce qu'on voudrait faire déjà, et on espère que ça va avoir son effet, c'est de dire aux gens qu'il y a un drame humanitaire qui se profile à côté. Donc vous allez voir comment les enfants, parce qu'il y a un bac à ordures qui a été installé, heureusement par la mairie, mais les enfants, ils rentrent dans ce bac à ordures-là et ils s'amusent. Alors, ils font les selles un peu partout, et il y a l'eau qui coule de haut vers le bas, etc. Ils dorment dedans, tout ça. Donc, c'est le choléra, c'est d'autres maladies. Donc, comme le Claver Yaméo l'a dit, ça presse et ça urge. Donc, faisons en sorte que chacun de nous ici puisse apporter, en fait, du sien pour que les gens puissent presser aussi le pas pour aller vers ces personnes qui sont dans la misère et qui souffrent. Outre le SOS pour les déplacés de l'arrondissement 9, la conférence de presse de ce 4 juillet avait aussi pour but de présenter les nouveaux signataires de l'appel de Manega. 100 nouvelles personnalités, dont Claver Yaméogo, pasteur, patron de médias et président de partis politiques. C'est ce que nous recherchons, même au sein de notre mouvement. Nous recherchons des hommes intègres et des hommes qui sont portés sur la solidarité. Un pays n'est riche que si ses habitants sont riches. Alors, il faut d'abord développer la richesse de tout un chacun, afin que tout un chacun aussi puisse aider son prochain. Ces valeurs que l'appel de Manega prône sont les valeurs que nous-mêmes nous voulons prôner et que nous voulons développer au sein de notre mouvement et au sein de la population burkinabé. Nous ne pouvons pas tolérer qu'une famille mange et que l'autre à côté ne puisse pas manger et que cette famille ne puisse pas porter de l'aide. L'appel de Manega s'articule justement autour des questions d'entraide et de solidarité, de dialogue et de paix. Il a été lancé le 15 juin 2019, au moment où le vivre ensemble est sérieusement menacé au Burkina Faso. Tout autre chose maintenant, on change complètement de cap. La deuxième édition du SICOT, le Salon international du coton et du textile, se tiendra du 30 au 31 janvier 2019 à Koudougou, dans la cité du Cavalier. Mais environ 100 participants venant de plusieurs pays sont attendus. Mais déjà, la campagne de promotion a commencé. Elle a été lancée hier. Le compte rendu de Alfred Thioyer. Plus que quelques mois pour redonner à l'or blanc son éclat d'antan et faire de la ville de Koudougou la plaque tournante du coton et du textile africain.
Les couleurs avaient été annoncées en fin septembre 2018 à l'occasion de la première édition du CICOT, le Salon international du coton et du textile. La deuxième édition est prévue pour se tenir du 30 au 31 janvier 2020. Cette deuxième édition, tout comme la première, se veut être une plateforme d'échange et de réflexion qui réunira les professionnels de toute la chaîne de valeur du coton autour des préoccupations et des opportunités de développement de la filière coton et textile. Ce sera également une tribune de promotion et de valorisation du coton local par la présentation des outils modernes de production, de conservation, de promotion de la transformation, partant donc de la filature, de la teinture, du tissage, de la boutonnerie, de financement et de commercialisation. Cette deuxième édition qui se veut une plateforme d'échange et de réflexion place au cœur des débats la problématique de la production et de la transformation du coton comme moteur d'industrialisation et de croissance économique pour les États africains. Et pour ce faire, des initiatives sont annoncées. En marge de cette deuxième édition du CICOT se tiendra la réunion ministérielle des 4 pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton, le C4, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Ouagadougou accueillera donc, lors de cette édition, des autorités venant des différents pays producteurs de coton de la sous-région, mais aussi d'imminentes personnalités d'organisations internationales, en l'occurrence de l'Organisation mondiale du commerce, de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, du Centre de commerce international, ITC, et bien d'autres structures et institutions internationales. Sont attendus à ce deuxième rendez-vous du coton et du textile africain plus de 1000 participants de plusieurs pays du monde, avec la Turquie comme pays invité d'honneur. Le CICOT 2020 sera également le cadre de rencontres B2B et B2G, un rendez-vous haut de gamme qui nécessite la mobilisation de plus de 420 millions de francs CFA pour sa réussite. Les parties prenantes présentes à la cérémonie de lancement de la campagne nationale du CICOT 2, ce 4 juillet à Ouagadougou, affichent leur volonté de voir ce salon être un succès. Et pour terminer, l'information est tombée cet après-midi même. Les sites de métallurgie ancienne du fer font partie désormais du patrimoine mondial de l'UNESCO. La décision a été prise au cours de la 43e session de l'UNESCO qui se déroule en ce moment à Bakou, en Azerbaïdjan. Il faut dire que la lutte fut longue, mais la victoire est au bout. On écoute à ce propos le ministre de la Culture, Karim Abdul Sango. Dans un pays comme le nôtre, où l'actualité donne à avoir des nouvelles pas toujours réjouissantes, cette victoire de notre diplomatie culturelle donne de l'espoir à notre peuple. Sentiment de fierté parce que cet unique bien est le seul bien inscrit au titre du continent africain, au titre des inscriptions qui ont lieu aujourd'hui à Bakou. Fierté aussi parce que l'inscription de ces sites témoigne de ce que, contrairement à ce que certains disent, les Africains sont bel et bien rentrés dans l'histoire. Et que la civilisation trouve sur certains aspects, si ce n'est pas sur beaucoup d'aspects, en tout cas son origine sur le continent africain. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que la science de l'exploitation du fer est une science connue de nos ancêtres. On doit dire que certains de ces sites sont datés pour être situés vers le 8e siècle de notre ère. Les plus récents sont situés vers le 13e, le 14e siècle. Quand on sait le rôle important du fer dans le processus de développement des États modernes, on peut penser, on peut dire avec beaucoup de conviction que cette science, d'une certaine façon,
a été apprise par ceux qui sont présentés aujourd'hui comme étant les plus développés sur nos terres. Et de ce point de vue, c'est une très grande fierté. Voilà, et pour être complet dans ce journal, sachez que pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment en Égypte, on connaît le premier qualifié pour les quarts de finale, c'est le Bénin qui s'est qualifié à la grande surprise face au Maroc sur les tirs au but. Eh bien, en ce moment, l'Ouganda et le Sénégal sont en train de découdre pour connaître le nom du deuxième qualifié pour les quarts de finale. Ne quittez pas, à 21h00, Luc Pabelgum reviendra sur toutes ces informations dans le Sport Time. Merci de l'avoir suivi et puis bon week-end à vous.